« 18 septembre 1931. Une section de la voie ferrée japonaise de Mandchourie du Sud est sabotée près de Mukden. Chinois et Japonais s'accusent mutuellement d'être responsables de l'attentat. L'Empire du Japon envahit la Mandchourie. 1932. Le Japon crée l'État fantoche de Manchukuo. Une commission de la Société des Nations refuse de reconnaître ce nouveau gouvernement et accuse les Japonais d'avoir provoqué l'attentat de Mukden pour envahir la Mandchourie. Mars 1933, agacé par l'hostilité internationale, le Japon quitte la Société des Nations et poursuit ses opérations d'expansion en Chine. Bref, la situation politique est très tendue en Extrême-Orient. La peur d'une guerre fait trembler le monde. Et, pour sa 5e aventure, Georges Rémy va envoyer Tintin, le reporter du Petit 20e, dans cette fournaise. Nous sommes donc au printemps 1934. Suite au succès des cigares du pharaon et à l'impatience du public, Georges Rémy va commencer à préparer une suite aux aventures de Tintin. Mais, entre-temps, il y a eu pas mal de changements. Le 8 février 1934 s'achevaient les aventures de Tintin, reporter en Orient. Étant donné la surcharge de travail que cet album a représenté, Georges Rémy agrandit son équipe. Au printemps 1934, José Delaunoy et Adrien Jacquemotte rejoignent le dessinateur dans son nouveau bureau de Bruxelles, l'atelier Hergé. Georges Rémy peut ainsi s'affranchir de nombreuses tâches qu'il délègue à ses collaborateurs et passe plus de temps sur sa documentation pour les futures aventures de Tintin. En parallèle, il effectue des petits boulots graphiques et publicitaires. Et surtout, au cours de l'été 1933, l'abbé Norbert Wallet va quitter la direction du XXe siècle. Connu pour avoir un portrait de Mussolini dans son bureau, Norbert Wallet est destitué de la direction du XXe siècle. Justement, à cause de ses prises de position ouvertement fascistes. Abattu par cette décision, le mentor de Georges Rémy est envoyé comme professeur de religion à Tournai. Il sera remplacé par le journaliste et professeur William Hugues, dont les idées politiques sont beaucoup moins extrêmes que celles de Norbert Wallet. Mais, même si son mentor est parti, cela n'empêche pas Georges Rémy de continuer à le voir de temps en temps pour lui demander conseil. Ainsi, en ce printemps 1934, Hergé est partiellement libéré de l'idéal fasciste qui régnait au journal. L'abbé Wallet n'est plus là pour le surveiller et le jeune dessinateur a pu laisser libre cours à sa créativité pour Tintin en Orient. L'évolution romanesque des aventures de Tintin plaît énormément au public. Aussi, Hergé prend cette fois plus de temps pour préparer sa 5e aventure. À côté de ça, pour faire patienter son public, il continue de publier des planches de Quick et Flupk et sort également les aventures de Popol et Virginie au Far West. Mais les lecteurs se fichent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est Tintin. Le 8 mars 1934, le Petit 20e sort une interview fictive du célèbre reporter qui explique que sa chasse aux trafiquants d'opium n'est pas terminée et l'amènera très bientôt en Chine. Au passage,
Paul Jamin en profite pour donner quelques informations sur le pays visité. Et par information, entendez bien évidemment vision occidentale et clichés divers et variés. Bref, on change pas une équipe qui gagne, Hergé se contente de reprendre ce qui fait le succès de Tintin, une histoire simple, des méchants, des blagues et plein de préjugés. Et là, sorti de nulle part, Hergé va recevoir une lettre. Une lettre d'un homme, Léon Gosset. L'abbé Gosset, aumônier des étudiants chinois de l'université catholique de Louvain, est très inquiet par le projet de Georges Rémy. Dans sa lettre, il le met en garde contre les stéréotypes racistes que le dessinateur véhicule dans ses albums. Ok, tout ça c'est bien cool, mais on n'a pas trop le temps là. On a un album à sortir. Hergé et Gosset vont se rencontrer à Louvain. L'abbé donnera au dessinateur un paquet de sources de documentation et surtout des contacts avec des étudiants chinois. Pour la première fois, Hergé va rencontrer de vraies personnes pour ses recherches. Et là, Georges Rémy, en étudiant la situation politique en Chine, les relations entre Chinois et Japonais, la vie urbaine de Shanghai et en visionnant des films sur le sujet, Hergé a une révélation. Les stéréotypes, c'est marrant, mais la réalité est 1000 fois plus intéressante. Le dessinateur se lie d'amitié avec de nombreux étudiants chinois. Il se découvre une passion pour la Chine. Il veut montrer la réalité sur l'occupation japonaise. Et pour en rajouter une couche, l'abbé Gosset va mettre Hergé en relation avec une autre personne, Chang Chong-jen. Chang Chong-jen est un étudiant de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Hergé le rencontre le 1er mai 1934. Et là, Georges Rémy... Encore. Chang Chong-jen va complètement anéantir les préjugés d'Hergé. Tous les dimanches, les deux hommes discutent histoire, géographie, littérature, philosophie. Une amitié se forme très vite entre les deux hommes. Et en écoutant ce jeune étudiant chinois lui expliquer la géopolitique sino-japonaise, Hergé prend sa décision. Cette 5e aventure sera sérieuse. Elle ne montrera pas, elle dénoncera. Et c'est après plusieurs mois de remise en question que va finalement sortir dans le petit 20e du 9 août 1934 au 17 octobre 1935 les aventures de Tintin, reporter en Extrême-Orient. Encore une fois, la publication s'effectue à un rythme de 2 planches par semaine. Nous retrouvons Tintin et Milou, toujours en Inde, suite à leurs aventures dans les cigares du pharaon. Le jeune reporter reçoit alors la visite d'un messager venu de Chine qui sera touché par une fléchette remplie de poison qui rend fou. Avant de sombrer dans la folie, l'homme dira à Tintin les mots Shanghai et Mitsuhirato. Tant pis pour les vacances, Tintin s'embarque pour la Chine où il va affronter des trafiquants d'opium, des espions japonais, les autorités internationales de Shanghai, le tout avec l'aide d'une société secrète chinoise, les Fils du Dragon. Ah, et j'allais oublier, il y a aussi potentiellement une guerre qui va éclater. Mais ça, on va y revenir. Avec plusieurs mois de préparation, une masse de documentation, un paquet de témoignages et l'aide de Chang Chong-jen, Hergé va écrire une histoire qui, pour la première fois, va dans une seule direction. Voilà, c'est posé, on rigole plus. Terminez les dérapages, terminez les péripéties dessinées à l'arrache. Désormais, absolument tous les événements et toutes les intrigues doivent aller dans le même sens. Le fil rouge de cette histoire, c'est bien évidemment la chasse aux trafiquants d'opium. Tintin va à Shanghai pour enquêter,
il rencontre Mitsuhirato, un commerçant japonais qui met en garde Tintin contre les Chinois. Ah, j'oubliais, méfiez-vous de tout le monde ici. Et surtout des Chinois. Votre vie ne tient qu'à un fil. Robuste, les têtes de prune. Alors, désolé pour le spoiler, mais c'est lui le méchant. Il y a tout un jeu de préjugés dans cet album. Mitsuhirato se fait passer pour un type sympa, mais en réalité, il manipule Tintin pour le faire quitter Shanghai. Sur le bateau, Tintin est enlevé par les fils du dragon qui ont fait ça pour le protéger. De même que le personnage de Didi, qui paraît louche au début, mais s'avère avoir sauvé la vie de Tintin à plusieurs reprises. Et c'est à partir de là qu'on se rend compte que Tintin n'est plus la même personne. Ou alors, c'est Hergé qui n'est plus la même personne. En tout cas, il s'est passé un truc. Dans Tintin au pays des soviets, Tintin regardait bien pépère un soldat battre un enfant affamé. Maintenant, il éclate un occidental qui voulait frapper un chinois. J'aime me battre. Dans Tintin au Congo, on te montre que la colonisation, c'est trop cool, et que l'homme blanc est supérieur aux autres. Maintenant, Hergé montre les occidentaux de la concession internationale imbus d'eux-mêmes, racistes et violents. Ah ouais, vénère l'ami Hergé. Autre gros changement, les Deus ex machina. Tintin a toujours eu une aura divine qui le protégeait. Un paquet de fois, le reporter a échappé à la mort de façon tantôt absurde, tantôt stupide. Mais ça aussi c'est fini. Dans cette aventure, Tintin échappe plusieurs fois à la mort, il échappe même au poison qui rend fou que Mitsuhirato lui injecte, mais cette survie ne se doit plus à la flemme du dessinateur ou à une intervention divine. Maintenant, Tintin est sauvé par des vrais gens, par la société secrète des Fils du Dragon qui se bat contre les trafiquants d'opium. Retenez bien ça. On a donc deux sociétés secrètes et Tintin qui vient se rajouter à ça. Vous voyez l'évolution ? Maintenant, ce n'est plus le monde qui gravite autour de Tintin. Maintenant, c'est Tintin qui vient se greffer à un autre monde. Et cet autre monde, finalement, n'est pas aussi fictif qu'on aurait pu croire. En s'inspirant de l'histoire réelle, Hergé va reprendre l'incident de Mukden et engager politiquement Tintin. Influencé par les témoignages de Chang Chongzhen et des étudiants chinois, Hergé n'hésite pas à accuser directement les Japonais comme responsables de l'attentat. Vite! À l'aide! Des terroristes chinois ont fait sauter la voie au kilomètre 23. Et sachant qu'aujourd'hui encore le sujet fait polémique, je vous laisse imaginer la réaction des politiques à l'époque. Comme nous l'avons vu en introduction, l'invasion de la Mandchourie a provoqué pas mal de débats au sein de la Société des Nations. Mais pour beaucoup de médias et de politiques de l'époque, cette intervention des Japonais en Chine a aussi été vue comme une nécessité pour éviter une guerre. Donc, vous l'aurez compris, Hergé nage à contre-courant. Il n'a pas peur de dénoncer ce que les autres se refusent de voir. Et surtout, il va réserver tout un segment de son histoire pour nous montrer l'escalade des tensions en Chine. Ministère de la guerre, Tokyo, stop. Bandits chinois ont fait sauter voie de chemin de fer, stop. Dégâts matériels peu importants, stop. Bon, eh bien nous allons leur en donner de l'importance. Ici Radio Tokyo, nous apprenons à l'instant qu'un attentat vient d'être commis par des bandits chinois sur la ligne de chemin de fer de Shanghai à Nanking. Après avoir fait sauter la voie ferrée, les pillards ont arrêté le train et attaqué les voyageurs, dont un grand nombre a été tué en essayant de se défendre. Il y a 12 sujets japonais parmi les victimes. Les bandits, au nombre d'une centaine, se sont enfuis avec leur butin.
Et le Japon doit se souvenir qu'il est le gardien de l'ordre et de la civilisation en Extrême-Orient. Gloire à nos héroïques soldats qui vont partir là-bas défendre cette noble cause. Et une fois de plus, le Japon a rempli sa mission de gardien de l'ordre en Extrême-Orient. Si nous avons dû, à notre grand regret, envoyer des troupes en Chine, c'est pour défendre la Chine elle-même. Du calme. La Grande Guerre, c'était il y a 20 ans. Et personne n'a envie que ça recommence. Tintin se retrouve alors dans un pays occupé. Il est même recherché par les autorités pour avoir frappé Mitsuhirato. À un moment donné, il sera aidé par un paysan chinois qui s'avérera être le frère du conducteur de pousse-pousse que Tintin avait protégé plus tôt. Quand je vous disais qu'aucun élément n'était laissé de côté, Tintin a clairement besoin d'aide dans cet album. Plusieurs fois, il est sauvé soit par Monsieur Wang, le chef des Fils du Dragon, soit par son fils, Didi, qui sera lui aussi atteint par le poison qui rend fou. Et en retour, Tintin va tout faire pour aider ses alliés. Il va chercher le professeur Fang Seiyang, qui pourrait trouver un antidote au poison, et en chemin, il va sauver un jeune garçon de la noyade, appelé Chang. Je m'appelle Tintin. Et moi, c'est Chang. Tiens, c'est marrant. Il a le même nom que... Ah. Ok. J'ai compris. Et à l'instar d'Hergé, Tintin va discuter avec Chang, un jeune garçon chinois très mature pour son âge. Tintin va l'écouter. Une relation va se créer. Une amitié va naître. Chang est un orphelin. Ses grands-parents ont été tués lors de la révolte des boxeurs. Révolte des boxeurs, révolte des boxers, je suis désolé, je sais jamais comment on le prononce. Mais pour la faire courte, c'est une guerre coloniale entre les nations occidentales et la Chine du début du XXe siècle. Marqué par ses échanges avec Chang Chongzhen, Hergé va aussi se moquer des stéréotypes des Occidentaux sur les Chinois. Oula, attendez 2 secondes, là ça devient méta. Pour rappel, tous ces clichés, ils étaient prévus à la base dans l'album. Donc là, ce que fait Hergé, c'est se moquer d'Hergé. Par la suite, Chang deviendra le protecteur de Tintin. Lui aussi va le sauver à plusieurs reprises, notamment quand un assassin déguisé en photographe lui tirera dessus. Pas les pattes, ou c'est moi qui vais vous photographier à bout portant. Et ainsi, l'amitié devient un nouveau grand thème des aventures de Tintin. Enfin, Tintin a un véritable ami, un jeune orphelin chinois du nom de Chang. Et cette nouvelle relation va réduire l'importance de Milou dans le récit. Auparavant principal interlocuteur de Tintin, le petit fox terrier se fait plus discret, voire est parfois laissé en arrière, remplacé par un être humain, Chang. Et c'est ça l'éternel problème, on le répète depuis le début, Tintin a besoin d'amis, de compagnons, de vrais personnages humains, comme Chang. Et aussi, Tintin en Extrême-Orient marque une nouveauté, le retour d'anciens personnages. Durant son enquête, Tintin va aussi retrouver Rastapopoulos. Rastapopoulos. Ça alors, mais que fait-il à Shanghai? Ce cher Roberto, toujours là où on ne l'attend pas. Et enfin, quand Tintin est recherché par les autorités japonaises et internationales, le reporter va devoir une nouvelle fois échapper à 2 têtes connues, les agents X-33 et X-33 bis. Allez, c'est parti, tout le monde à Shanghai. Comme dans les cigares du pharaon,
les agents X-33 jouent à Tom et Jerry avec Tintin. Sauf que dans cette aventure, ils ne servent que pour le comique. Pour rappel, au départ, X-33 et X-33 bis servaient uniquement à relancer l'action, quand Hergé avait des trous dans son scénario. Mais cette fois, l'histoire est structurée. Plus besoin de prétexte. Désormais, les deux policiers sont des éternels gaffeurs, toujours à essayer d'arrêter Tintin, et toujours à finir ridiculisés. Le moment le plus marquant étant bien évidemment quand X-33 et X-33 bis portent des tenues ultra clichés pour se fondre dans la masse et se font griller par tout le monde. Et là encore, Hergé se moque des préjugés de l'Occident. Et en plus de dénoncer l'impérialisme japonais et le colonialisme occidental, Georges Rémy va aussi mettre en avant la beauté de l'art et de l'architecture chinoise. Il affine son dessin, détaille énormément les décors en arrière-plan et s'inspire de nombreuses photographies. Il reprend des images de l'inondation en Chine de 1931, publiées dans les journaux Le Crapouillot et l'Illustration. Il copie à l'identique des décors du film allemand Au bout du monde, et même les costumes des agents X-33 sont inspirés du film L'oncle de Pékin. Et en plus de tout ça, lors du discours du délégué japonais à la Société des Nations, Hergé va pousser le réalisme en dessinant Paul Immense, diplomate belge qui fut président de l'organisation entre 1920 et 1921. Et en même temps, Hergé va aussi se permettre de tricher avec la réalité pour rendre hommage au patrimoine chinois. Dans les années 30, la concession internationale était située dans un quartier de Shanghai à l'architecture déjà fortement occidentalisée. Georges Rémy va préférer dessiner une ville plus traditionnelle. Même dans le décor, Hergé dénonce la disparition de la société chinoise face à l'irruption des Japonais et des Occidentaux. Donc Hergé, encore une fois, adopte un point de vue et se jette à fond dedans. Et pour revenir à l'intrigue, c'est dans cet album que va être dévoilée la grande révélation, la véritable identité du grand maître des trafiquants. Dans Les cigares du pharaon, le mystérieux chef de la société secrète disparaissait après une chute d'une falaise. Comme indiqué dans un carton au début de Tintin en Extrême-Orient, le corps du scélérat n'avait pas été retrouvé. À la fin de son aventure, Tintin se fait encore une fois capturer par Mitsui Rato, qui va alors révéler au grand jour l'identité du grand méchant de l'histoire, qui n'est autre que Roberto Rastapopoulos. Rastapopoulos. Et attendez, c'était pas Mitsui Rato le grand méchant ? Non, ce n'est pas vrai. Et là, c'est parti pour le grand monologue. Oui, Rastapopoulos, Roberto Rastapopoulos, à qui tu as mis des bâtons dans les roues depuis si longtemps. Rastapopoulos, le chef du trafic international des stupéfiants. Rastapopoulos, qui est tombé dans les rochers près de Rawatchputala et que tu croyais mort. Rastapopoulos, qui finit toujours par triompher. Tu n'es pas convaincu ? Regarde ! Voilà, il est là, l'ultime méchant d'Hergé, Roberto Rastapopoulos. C'est quand même un revirement inattendu. Jusqu'à présent, les méchants d'Hergé étaient toujours clairement identifiés. Même ceux qui se montraient sympathiques au début, comme Bobby Smiles ou Mitsui Rato, on comprenait très vite, par leur physique parfois exagéré et leur comportement, qu'il y avait anguille sous roche. Pour Rastapopoulos, Hergé a inversé ses codes. Le milliardaire grec semblait méchant au départ, puis gentil par la suite, pour au final révéler sa vraie nature. Roberto Rastapopoulos,
symbolise aussi la première vraie trahison de l'univers de Tintin. Il a abusé de la confiance du jeune reporter. Et cette trahison va permettre de renforcer les liens que Tintin va tisser avec ses amis, avec sa famille. Parce que c'est là un autre grand thème de Tintin en Extrême-Orient, la famille. On dit souvent que Tintin n'a pas de famille. On ne sait rien de son passé, on ne sait rien de ses parents, on ne sait pas s'il a des frères et sœurs, et pour l'instant, on ne sait pas non plus où il habite. Tintin ne vit que dans des trains ou des bateaux entre deux escales. Mais tout cela est faux. Avec Tintin en Extrême-Orient, le jeune reporter a désormais une famille. Milou, les Wang, les agents X-33, Chang, voici la vraie famille de Tintin. Et plus encore, Tintin protège cette famille. En retrouvant le professeur Fan Seyeng, Tintin a aidé à soigner Didi, et donc à rassembler la famille Wang qui était brisée. Et c'est pareil pour Chang, ce malheureux orphelin qui sera adopté par les Wang. Et ce thème de rassembler une famille brisée est là encore quelque chose qu'Hergé avait expérimenté dans les cigares du pharaon, quand Tintin avait dû ramener le fils du Maharaja de Rawajputala. Et jusqu'à la fin, Hergé ne cessera de conserver un aspect sérieux à son récit. Après l'arrestation de Rastapopoulos et des trafiquants, on apprend que Mitsuhirato s'est suicidé. Alors là aussi, c'est très osé. Pour un fervent catholique comme Hergé, parler de suicide, c'est quelque chose qui peut lui attirer des problèmes, même si le personnage en question est mauvais. Les dernières cases de l'album nous montrent aussi la délégation japonaise quittant la Société des Nations, inscrivant davantage Tintin en Extrême-Orient dans la réalité, et, en dernier adieu, Tintin quitte Shanghai. Il dit au revoir aux Wang, il dit au revoir à Chang, et il verse des larmes en saluant ses amis. Et c'est ainsi que s'achève le 17 octobre 1935 les aventures de Tintin, reporter en Extrême-Orient. Et encore une fois, le succès est au rendez-vous. Le 24 octobre 1935, Tintin adresse une lettre fictive dans le Petit 20e annonçant son retour en Belgique. Un an plus tard, en octobre 1936, l'éditeur Casterman publiera l'album de cette aventure, renommé pour l'occasion Le Lotus Bleu, et vendu à 6000 exemplaires dans toute la sphère francophone. Il faudra cependant attendre la colorisation de l'album en 1946 pour que les ventes explosent. Mais ça, on y reviendra. En bref, Tintin en Extrême-Orient, ou Le Lotus Bleu, marque la naissance du nouveau Tintin et aussi du nouveau Georges Rémy. Par ses recherches documentaires et surtout par ses rencontres, Hergé n'est plus le même homme, et sa vision de Tintin a changé. Jusqu'à présent, Tintin était un personnage simpliste. Désormais, le reporter vivra des aventures plus intenses, plus sérieuses, et surtout plus réalistes. Et pas le temps de se reposer, à peine Tintin a-t-il quitté Shanghai que déjà Hergé se prépare à l'envoyer vers de nouvelles aventures en Amérique du Sud. Mais qu'importe le lieu, qu'importe l'histoire, désormais la relation entre Tintin et Hergé n'est plus la même. Le Lotus Bleu aura été la première aventure que le dessinateur et le personnage auront vécue ensemble. Dans cet album, Tintin a gagné en humanité et Hergé a gagné en maturité.
Alors, qu'en est-il aujourd'hui du Lotus Bleu ? Cet album est l'un des plus aboutis de toute la carrière d'Hergé. Que ce soit en termes d'ambiance, de scénario, de dessin ou de développement des personnages, tout est poussé à l'extrême. Il y a énormément de thèmes. Les familles brisées, l'amitié avec Chang, la dénonciation de l'impérialisme japonais. Bref, encore une fois, tout cela humanise Tintin. Pour beaucoup d'analystes, le Lotus Bleu est la première véritable aventure du reporter. Hergé a mis du temps à modeler et remodeler son univers. Mais là, on y est. Tintin est achevé. Le Lotus Bleu est aussi une prouesse artistique. Avec l'aide de Chang Chung-jen, Hergé va se laisser influencer par l'art chinois pour ses dessins. C'est aussi le premier album où réapparaissent des personnages d'anciennes aventures. C'est l'album qui révèle pour de bon Rastapopoulos comme grand méchant de toute la série. C'est également la seule fois où Hergé va transposer un de ses proches dans le récit, avec le personnage de Chang, et c'est la première fois qu'un personnage meurt par suicide. Je vous préviens, ce sera pas la dernière. Et enfin, le Lotus Bleu est aussi un album intemporel. Tous les thèmes abordés fonctionnent aujourd'hui encore. Et même au niveau de l'intrigue, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe dans cet album ? On a une puissance étrangère qui va utiliser un prétexte pour envahir son voisin. Une puissance étrangère qui va ignorer les avertissements de la Société des Nations. Et en plus, une puissance qui va manipuler les médias pour rendre ses actions légitimes. Il y a trop d'exemples. Choisissez votre conflit. Lao Tzu a dit « Il faut trouver la voie Ah oui. ». Moi, je l'ai trouvée. Il faut donc que vous la trouviez aussi. Oui. Mais tout d'abord, je dois vous couper la tête. Quoi ? Et bien sûr, encore une fois, le Lotus Bleu a été adapté dans cette bonne vieille série animée d'Ellipse du début des années 90. L'épisode en 2 parties se réapproprie très bien l'album. Là encore, on reprend toute l'intrigue. Les trafiquants d'opium, le poison qui rend fou, les fils du dragon. Mais aussi, l'épisode conserve, tout en l'allégeant, la dimension politique de l'album. On te montre l'escalade des tensions et surtout l'occupation japonaise. Bon, après, la dimension politique reste en arrière-plan. On se contente du basique pour ne pas perdre le jeune public. Et pour terminer, on a quelques aspects classiques de la série animée, comme par exemple 2 caméos d'Hergé, et surtout, on met en avant les grands thèmes de l'album. De l'enquête, de la manipulation, des trahisons, et la rupture de la famille Wang. Adieu, Tintin. Ton souvenir restera gravé dans mon cœur comme dans le cristal le plus pur. Et pour conclure, je vais me contenter de citer 2 noms. D'abord, Chang Chung-jen, et je suis désolé si je le prononce mal, et surtout, l'abbé Léon Gosset. Car grâce à ces 2 hommes, Tintin a obtenu une place bien plus importante, autant dans la culture littéraire que dans le cœur d'Hergé.